Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je trouvais ça original de pouvoir faire un quiz du paranormal, je crois pas en avoir vu. Et voilà, c'est un petit moment de détente entre deux enquêtes. Donc si ça vous intéresse, installez-vous confortablement et on va commencer le quiz. Allez, on y va. Donc on commence par une première question, on regarde ça. La poupée Annabelle, soi-disant hantée, a cette apparence. Est-ce que pour vous c'est vrai ou c'est faux? Commence facilement, hein. Et oui, c'est faux. L'apparence de la poupée Annabelle est différente. Contrairement à la poupée des films, il s'agit d'une poupée en chiffon et non d'une poupée en porcelaine. Comme on pourrait le croire, une femme aurait offert cette fameuse poupée à sa fille et la poupée en question aurait été trouvée en brocante. Et apparemment, la jeune fille avait constaté notamment que la poupée n'était jamais à sa place. La poupée se déplaçait d'une pièce à une autre et du coup, elle a fait appel à une médium. Et la médium vient et lui annonce que la poupée serait habitée par un esprit, donc celui d'Annabelle Higgins. Donc avec le temps, Annabelle devient violente, elle lance des objets, laisse des mots inquiétants et menaçants dans l'appartement. Donc ils font appel aux époux Warren, qui sont spécialisés dans les phénomènes paranormaux à cette époque. Et donc les Warren enferment la poupée dans une boîte en verre, fermée par différents rituels. Et la poupée Annabelle sera toujours chez eux, auprès d'objets hantés. Et aujourd'hui, je crois que c'est un musée. Donc voilà, donc c'est très intéressant pour cette première question. On a commencé doucement. On voit la deuxième. Allez. Le livre des morts de l'Égypte ancienne servait à jeter des sorts, réponse A, faire peur, réponse B, guider les défunts, réponse C, et appeler les dieux. Et oui, c'est guider les défunts, apparemment. En fait, le livre des morts de l'Égypte ancienne est un recueil de textes funéraires, de prières, d'incantations, d'illustrations destinées à guider les défunts dans l'au-delà. Il servait à les protéger des dangers rencontrés dans le monde des morts et tout simplement à leur permettre de réussir le jugement devant Osiris. Donc c'était la pesée du cœur et à accéder en fait tout simplement à la vie éternelle dans le royaume des dieux. Et ces textes étaient souvent écrits sur des papyrus placés dans des tombes. C'est tellement intéressant l'Égypte, j'ai tellement envie de pouvoir enquêter dans une pyramide. Oh, ça serait génial, mais bon, ça à mon avis, il faut des autorisations. Allez, on passe à la prochaine question. Quelle théorie suggère que certaines apparitions pourraient être des impressions laissées de notre vivant, telle une boucle qui se répète? Pour vous, ce serait la théorie de A. Des esprits résiduels, B. Des vortex dimensionnels, C. Des projections astrales spontanées, D. Des fantômes interactifs. Et oui, c'est des esprits résiduels, apparemment. En fait, la théorie des esprits résiduels suggère que certains phénomènes paranormaux, comme des apparitions ou des sons, ne sont tout simplement pas des esprits en fait qui sont conscients, mais en fait des empreintes énergétiques laissées par des événements en fait qui se sont passés. En fait, ces résidus sont comparables en fait à une sorte de bande enregistrée qui se rejoue sur certaines conditions, notamment dans des lieux chargés émotionnellement. Contrairement aux esprits qui sont interactifs, ces manifestations ne répondent pas aux stimuli extérieurs. En fait, c'est la même chose que je retrouve souvent en enquête quand on a un PVE qui revient souvent, régulièrement et souvent de la même manière. Moi, j'appelle ça un écho, tout simplement. Moi, je ne savais pas que ça s'appelait les esprits résiduels. Forcément, c'est des résidus de ce qui s'est passé avant. Moi, j'appelle pas ça des esprits. C'est plutôt des bribes de ce qui s'est passé avant, mais pas des esprits. Voilà, intéressant. Allez, on passe à la suivante.
Donc pour vous, quels phénomènes sont souvent associés à l'activité d'un poltergeist? Est-ce que réponse A, ce sont des apparitions de lumière dans le ciel? Réponse B, ce sont des bruits et objets qui se déplacent? C, ombre étrange derrière les fenêtres? D, changement soudain de la météo? Et oui, ce sont des bruits et objets qui se déplacent. Bon, elle n'était pas trop compliquée. En général, on sait plus ou moins ce que fait un poltergeist. Si vous ne le saviez pas, c'est l'occasion de le savoir. Si vous ne savez pas ce que c'est, donc un poltergeist, en fait, c'est souvent traduit par un esprit frappeur qui désigne une activité paranormale caractérisée par des manifestations physiques qui sont inexpliquées. C'est souvent des bruits, des coups, des grincements, des portes qui s'ouvrent, qui se ferment toutes seules, des lumières qui vacillent, voire des voix ou des ombres. Contrairement en fait à un esprit classique, en fait un poltergeist est souvent associé à une lumière intense. Contrairement aux esprits classiques, un poltergeist est souvent associé à une énergie intense qui est parfois liée à une personne, comme un adolescent en détresse émotionnelle, selon certaines théories. D'ailleurs, on en avait parlé dans une vidéo. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir faire le point et de savoir ce qu'est un poltergeist. Allez, on regarde la suivante. Donc, selon vous, quelle créature mythique est souvent liée aux phénomènes paranormaux et décrite comme un grand humanoïde poilu? Réponse A, le Chupacabra. B, le Bigfoot. C, le Mothman. D, le Kraken. Et oui, c'est le Bigfoot, bien entendu. En fait, le Bigfoot est une créature légendaire issue d'un folklore nord-américain. Il est décrit comme un humanoïde massif, couvert de poils, mesurant entre 2 et voire 3 mètres de haut. Il y a eu des témoignages qui rapportent des empreintes géantes, des cris étranges et des observations qui sont furtives, mais il n'y a eu aucune preuve scientifique concluante qui n'a été trouvé. Le Bigfoot est au cœur de nombreux mythes et recherches qui captivent l'imagination des amateurs et des mystères, et surtout en cryptozoologie. On regarde la suivante. Donc selon vous, quel phénomène mystérieux est souvent lié à des apparitions soudaines ou des anomalies spatio-temporelles? A. Est-ce que ce sont les zones du silence absolu? B. Les éclairs inversés? C. Les aurores sonores? D. Le triangle des Bermudes? Et oui, bien sûr, c'est le triangle des Bermudes. En fait, le triangle des Bermudes est une zone géographique située entre Miami, les Bermudes et Porto Rico. Il est réputé pour des disparitions inexpliquées de navires, d'avions et de leur équipage. Ce phénomène alimente de nombreuses théories allant des conditions météorologiques extrêmes, des courants marins, des erreurs humaines, ou des hypothèses plus fantastiques comme des anomalies magnétiques, des vortex ou des interventions extraterrestres. Ça a été largement médiatisé, les scientifiques considèrent la plupart des disparitions comme explicables et non plus fréquentes que dans d'autres zones similaires. Là aussi, c'est un endroit que j'aurais adoré visiter. Apparaître au milieu d'un bateau, au milieu de nulle part, je ne sais pas s'il y aurait quelque chose. On en avait parlé avec Projet 51 et Indiana Fraise. Potentiellement de pouvoir faire le triangle des Bermudes, mais c'est un événement qui est tombé à l'eau. Mais ça pourrait être sympa de pouvoir le faire. Mais ça demande beaucoup de temps. Allez, on regarde la suivante. Donc selon vous, quel type de lieu est souvent considéré comme particulièrement hanté? A. Une église abandonnée. B. Un cimetière ancien. C.
Une forêt aux formes rocheuses étranges. D. Une grotte sous-marine profonde. Et oui, c'est une forêt aux formes étranges et rocheuses, apparemment. Donc, faut savoir qu'il y en a plusieurs des forêts qui sont étranges et réputées hantées. Donc, on connaît Okaigara, au Japon, qui est connue comme la forêt des suicidés. On a aussi la Wishwood Forest en Angleterre. Apparemment, il y a des apparitions fantomatiques, notamment celle d'une femme spectrale qui toucherait les épaules des passants, provoquant des visions de mort imminente. On a aussi une forêt en Allemagne, là, ça s'appelle la Black Forest. Elle est associée à des créatures mystiques, des sorcières et des apparitions d'ombres mystérieuses. On a aussi une forêt en Californie, elle s'appelle la Elfin Forest. Cette forêt est réputée pour des récits de spectres, de sorcières et d'activités paranormales. Et on a aussi notre forêt en Angleterre qui s'appelle l'Epping Forest, située près de Londres. Cette forêt est liée à des histoires de bandits, d'assassinats, de fantômes qui entraient certains chemins. On passe à la suivante. Selon vous, qui est souvent crédité comme l'inventeur de la première machine destinée à communiquer avec les morts? A. C'est Nikola Tesla. B. Thomas Edison. C. Alexander Graham Bell. D. Harry Houdini. Et oui, c'est Thomas Edison. Bien entendu, la machine à communiquer avec les morts est attribuée à Thomas Edison. Il aurait en fait mentionné dans un interview en 1920 son intérêt pour une invention capable de capter les esprits ou les âmes des défunts. En se basant sur l'idée que l'énergie vitale pourrait persister après la mort, il envisageait un appareil sensible aux vibrations et aux particules subtiles émanant d'un esprit. Mais apparemment, aucune preuve de la construction de cette machine n'a été trouvée et certains pensent que ses propos ont été exagérés ou mal interprétés. Mais cette idée alimente encore aujourd'hui des discussions sur le paranormal et la technologie. Il est aussi dit qu'il aurait tout simplement inventé cette machine, mais qu'elle aurait été supprimée par une sorte de gouvernement pour que ça ne s'ébruite pas, tout simplement. Allez, on passe à la suivante. Selon vous, quel personnage mythique est souvent associé à la tâche d'emmener les âmes des morts dans l'au-delà? La lettre A, Anubis. B. Charon. C. Thanatos. D. Hadès. Et oui, c'est Charon, bien entendu. Dans la mythologie grecque, Charon est le passeur des enfers, chargé de transporter les âmes des défunts à travers le fleuve Styx ou Achéron, pour que ces âmes puissent retrouver le royaume d'Hadès. Charon exigeait un paiement en obole, une petite pièce que les vivants plaçaient dans la bouche des morts lors de leur enterrement. Sans ce paiement, les âmes étaient condamnées à errer sur les rives. Charon est souvent représenté comme un vieil homme sombre, sérieux et mystérieux, naviguant sur une barque. Sa figure symbolise le passage entre la vie et l'au-delà. C'est tout simplement la représentation de la mort qu'on se fait aujourd'hui, donc ça n'a pas changé. Donc on passe au suivant. Donc selon vous, quel élément est le plus fréquemment décrit par les personnes ayant vécu une EMI, une expérience de mort imminente? A. Une rencontre avec un ange. B. Une lumière au bout d'un tunnel. C. Une vision de leur enterrement. D. Une voix leur donnant un message.
oui, c'est une lumière au bout du tunnel qui revient régulièrement. En fait, cette fameuse lumière au bout du tunnel est un phénomène souvent rapporté par les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Ces témoignages décrivent en fait une lumière intense, mais douce et apaisante, apparemment au bout d'un tunnel sombre ou lumineux. Les personnes qui rapportent ces événements ressentent généralement une profonde sérénité, un sentiment de paix et parfois l'impression d'être attirées vers cette lumière. Certains interprètent cette lumière comme un passage vers l'au-delà ou une rencontre avec une présence divine ou spirituelle. D'autres y voient une réponse physiologique du cerveau déclenchée par le manque d'oxygène ou les changements chimiques qui se produisent au moment de la mort clinique. Ce phénomène reste une énigme mêlant croyances spirituelles et hypothèses scientifiques. Voilà. J'espère que ça vous a plu, c'était assez court, mais c'est un premier jet pour voir si ça vous a plu. Dans ce cas-là, dites-le moi en commentaire, il y en aura d'autres. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ma vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.